ce contexte-là, on a pensé à imaginer un outil qui permette cette vulgarisation et cette appropriation. Je vous raconterai un petit peu comment est-ce qu'on a créé cet outil. Mais déjà, peut-être pour vous donner une idée un peu concrète de comment ça marche, comment on l'utilise. Donc c'est un outil qui est en fait présenté comme un jeu. Là, j'ai amené un exemplaire, donc à l'intérieur, il y a pas mal de matériel. Concrètement, ça va traiter de quelques thématiques au regard d'une vignette. Donc, pour que vous représentiez un peu mieux ce que c'est, je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Donc, par exemple, on peut tomber là-dessus. On va commencer, donc ça s'anime plutôt en groupe. C'est plutôt l'intérêt, c'est de travailler avec plusieurs personnes dans une dynamique d'animation de jeu. Et c'est encore plus intéressant quand on a des gens qui ont des postures et des casquettes différentes. Une personne concernée, un proche, un professionnel. Plus c'est mixé, plus on va avoir une pluralité de points de vue, plus ça va être intéressant à débattre et à échanger. C'est vraiment un outil de débat et de médiation. Donc par exemple, Kevin vient d'être hospitalisé dans un service de psychiatrie. Il est choqué car les chambres ne ferment pas à clé. Ça, c'est la situation. La question qu'on propose de débattre, alors avec des dynamiques de jeu, on a un sablier, on a un dé, voilà, on a du matériel qui permet de rythmer des échanges. Donc, une des questions sur laquelle on peut tomber, c'est qu'une chambre d'hospitalisation puisse fermer à clé, est-ce juste, pas juste? Expliquez votre réponse. L'idée ensuite, c'est d'inviter les gens à débattre, échanger, etc. Voilà, donc ça vous donne une idée un peu plus concrète de comment ça marche. Je vais peut-être utiliser le même format pour on n'était pas sûr de savoir si on utilisait ou pas. On n'avait pas le droit, finalement. Alors, ça va surtout. Comment je peux dire? Alors, c'est surtout. Bon, en fait, c'était surtout aussi pour que vous puissiez suivre avec avec une petite slide pour que vous puissiez entrer un peu plus ce que je vous raconte. Donc, le qu'est-ce que c'est, on vient de le voir. Alors, le pourquoi. Je vous ai un petit peu expliqué le contexte au moment où on l'a pensé, cet outil, et l'enjeu qu'on suit derrière, c'est bien celui-ci. Donc, c'est effectivement tout ce que vous voyez affiché là. L'idée, on n'est pas sur un outil qui vise à acquérir des connaissances pointues du droit. En fait, c'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, c'est plutôt, et de la même façon, on n'a pas besoin d'être un expert du droit pour l'utiliser ou pour jouer avec. Au contraire, l'idée, c'est de pouvoir injecter le plus possible d'horizontalité, de faire en sorte que ça reste au niveau du niveau des groupes en fait qu'on a en face de nous, c'est-à-dire on va égrener plusieurs sujets et selon l'intérêt que peut avoir le groupe sur telle ou telle thématique, eh bien on va rester un peu plus sur ces sujets-là et surtout on va partager des connaissances qui vont être aussi de l'ordre de ce que nous savons dans nos expériences, dans nos vécus. C'est pour ça que je vous parlais de l'intérêt d'avoir des groupes mixtes, c'est que ça va être intéressant d'avoir par exemple une personne qui va raconter une expérience de droit parce qu'elle l'a vécue dans son parcours intime et personnel, à côté d'une autre personne qui va être un professionnel qui l'accompagne et qui va avoir lui encore une autre vision, un autre vécu de ça. Donc l'objectif, c'est d'engager des échanges, des débats, c'est que ça soit accessible et puis c'est d'aider à approfondir les connaissances. Donc les personnes qu'on avait visées principalement dans cet outil, c'était, comme je vous le disais, des gens qui sont inscrits dans un parcours en psychiatrie, qui ont un vécu de citoyens ayant aussi une expérience dans le soin psychiatrique, parce que du coup leur situation fait qu'ils vont avoir plusieurs sujets de droit qui vont les intéresser en fait dans leur vie. Et puis
qui peut utiliser l'histoire de droit, là pour le coup, c'est beaucoup plus large. Parce qu'en fait, c'est toutes les personnes qui peuvent accompagner, soutenir des personnes qui vivent un parcours en psychiatrie. Donc là, on a ces relais qui peuvent être des bourreaux, qui peuvent être des proches, qui peuvent être des personnes d'un groupe d'entraide mutuelle qui vont, dans le cadre de cette entraide mutuelle, aussi s'apporter les uns. Donc c'est beaucoup plus long. Alors, comment on l'utilise? Je vous en ai donné un petit aperçu. Peut-être déjà vous dire que dans cet outil, il y a 3 grandes thématiques qui sont abordées. Donc, 3 grands sujets du droit. Il y a les droits fondamentaux, les droits dans la société et les droits dans le soin. Ces 3 espaces de droit, on les a identifiés parce que justement, on voulait qu'ils puissent toucher toutes les strates de la vie d'une personne qui est inscrite dans un parcours. Une personne qui vit un parcours en psychiatrie, elle est confrontée au droit médical, au droit du soin, mais elle est aussi confrontée à différents espaces de droit quand elle est citoyenne, dans une ville, dans une communauté, est-ce que ces droits sont différents, dans le droit commun, on va dire, et puis également, principalement dans son intégrité. Et là, c'est là qu'on va retrouver les sujets du droit fondamental, tous les droits inhérents à notre dignité, notre intimité, notre sécurité et notre sécurité affective et émotionnelle. Donc, c'est les 3 grands sujets qu'on va trouver. Et dans chacun de ces 3 sujets, des sous-thématiques. En tout, il y en a 18. Ce n'est pas des sujets, c'est pas du tout exhaustif. On les a identifiés grâce à notre méthode de construction de cet outil. Parce qu'en fait, on a travaillé avec différentes étapes. On a commencé par 3 focus group. On s'est demandé, voilà, on avait envie de faire cet outil-là de médiation. On s'est dit quel sujet de droit on va travailler et comment on va les travailler. Et pour ça, on a organisé un focus group avec des personnes concernées, un focus group avec des proches, et un focus group avec des professionnels de l'horizon parcours. Et c'est auprès d'eux qu'on a recueilli ces sujets de thématiques, en fait. On leur a demandé qu'est-ce qui vous semble comme sujet incontournable à aborder dans cet outil. Quel est le niveau d'information, le type d'information qui manque et qu'il faut consolider. Comment est-ce qu'on peut l'aborder? Et on a aussi vu avec eux les modalités qu'on a envisagées de cet outil. Est-ce que ça peut fonctionner dans une dynamique de jeu comme on l'a pensé? Donc, tout ça, ça a été éprouvé en amont avec eux. Il nous a fallu une année entière pour concevoir cet outil dans sa structure. Ensuite, on a fait une nouvelle année de tests. On a fait du test en observation de l'axe, c'est-à-dire qu'on a posé notre outil, on a regardé comment est-ce que les gens sont emparés, et on a ajusté en fonction de ce qu'on observait, parce que le but c'était de faire le pari qui serait possible de l'animer en toute autonomie, sans que ce soit une modification. Que les gens puissent se l'approprier et l'utiliser tranquillement avec qu'ils aient suffisamment de guidance pour le faire tout seul. Donc ça, c'est ce qu'on a regardé avec le test. Et puis ensuite, on a travaillé bien sûr sur des actualisations régulières. Voilà, alors je ne sais pas si déjà à cette étape-là, sur pourquoi on l'a utilisé, enfin pourquoi on l'a créé sur ces différentes thématiques, il y a des questions ou des remarques. Déjà, vous laissez en prendre quelques-unes. Si vous en avez, allez-y, n'hésitez pas. Moi, j'allais vous demander votre expérience, mais j'ai vu que c'était. Alors, peut-être un peu plus concrètement, comment ils s'utilisent et jusqu'où on peut aller au niveau de l'information. Là encore, c'est adaptable, c'est ajustable en fonction du groupe qu'on a et des besoins que ce groupe a. Donc, on va partir du récit comme celui que je vous ai lu tout à l'heure. On a une question, on débat, et à l'issue du débat, on regarde ce que le législateur a pu dire sur cette situation. Donc, si je reprends par exemple un petit exemple dont je suis partie, là, de Kevin qui s'interroge sur les portes qui ne ferment pas et que ça change.
Donc là, en fait, dans les fiches, on va avoir en chaque barre de page un petit encadré qui vient amener quelques éléments d'éclairage de que dit la loi là-dessus, si elle a dit quelque chose. Il y a aussi plein de situations où on va avoir des oppositions de droit. C'est un peu ce qui se passe là dans l'exemple que je vous ai donné. Donc là, je vous lis l'exemple de réponse qu'on peut trouver. Donc, à l'issue de ça, pour Kevin, la personne hospitalisée doit pouvoir disposer de son intimité et de la protection de sa personne et de ses effets personnels. Un verrou de confort à double serrure à la porte de la chambre peut être installé. Il s'agit de verrous permettant aux occupants des chambres de verrouiller leurs portes et aux équipes de soins de pouvoir les ouvrir en cas de problème. Toutefois, le personnel doit pouvoir s'introduire à tout moment dans la chambre de façon motivée, notamment par le souci d'assurer la sécurité de la personne, par exemple, agression derrière une porte fermée, le risque d'incendie. Donc, comment on a fait pour rédiger cette réponse? En fait, on a, pour chacune des situations, étudié ce que pouvait apporter le législateur là-dessus. Quel texte, le droit dur, mais aussi, on s'est appuyé sur les plans, les recommandations. On a beaucoup utilisé, notamment, les rapports du contrôleur général de l'éducation liberté, qui ont régulièrement apporté des éclairages aussi sur ce qu'ils observaient sur le terrain et quelles étaient leurs préconisations. On a mutualisé tous ces genres de réponses pour pouvoir apporter quelque chose de synthétique qui inspire. Donc là, on est dans une catégorie de questions où on est là pour réfléchir un peu plus. Parce que, vous le voyez, dans cette situation, il y a deux droits qui s'opposent. Il y a à la fois le droit d'être protégé quand on est dans une institution, c'est-à-dire que si je suis en danger, il faut qu'on puisse intervenir pour me secourir. Et en même temps, j'ai le droit à mon intimité. Et en l'occurrence, de pouvoir avoir la possibilité de fermer ma porte si je le souhaite. Donc là, il se trouve que l'histoire du double verrou, c'est une suggestion qui a été travaillée par notamment le contrôleur des lieux de privation de liberté qui l'a amené, qui l'a observé dans un espace qu'il avait pu voir. Donc une idée qui peut être intéressante et qui amène toujours la discussion, les échanges, le débat entre les expériences des personnes qui vont avoir vécu des situations similaires. On peut aller plus loin dans le niveau d'information avec cet outil. C'est-à-dire qu'on peut s'arrêter là, j'ai eu assez d'informations là-dessus, passons à un autre sujet. Mais on peut préciser les choses, par exemple, avec un autre niveau de profondeur qui est donc les fiches ressources. Dans ces fiches ressources, on va retrouver les extraits des textes qui nous ont servi à rédiger la synthèse que je vous ai vue. Donc là, on est vraiment dans les extraits durs, je dirais, sur lesquels on s'est appuyé. On retrouve ça dans l'outil. C'est ce qui permet du coup de pouvoir se référer à des textes de loi, à des rapports, à des éléments qui ont été utilisés pour nourrir cette réponse. Et on peut aller encore plus loin en termes de niveau d'information et de connaissance sur cette question en particulier, avec une clé USB qui est à l'intérieur du kit et qui permet, là, du coup, on va retrouver la même organisation que celle que je vous ai présentée, les trois grandes thématiques, les sous-thématiques, etc. Donc on retrouve les sujets qui sont expliqués. Et là, on va avoir des documents intégrales dans leur intégralité, des rapports, des sites internet, vraiment du matériel qu'on peut récupérer, télécharger et utiliser avec nous. Ce qui m'amène à vous parler des différents usages. Il y a une question. Allez-y, monsieur. Oui, sur cet exemple, il n'est pas. Oui, sur cet exemple, il y a combien d'établissements où on va avoir des doubles verrous. Nous, on a un peu d'assurance c'est ça, mais il nous a fallu des années pour pouvoir donc, le patient va nous faire la réponse, et il va se rendre compte qu'il n'a pas des erreurs. Donc, est-ce qu'il a les moyens de pouvoir faire pression pour dire nous, c'est ce qu'on veut, ou est-ce qu'il va faire le constat que le droit à cet endroit-là n'est pas respecté?
J'imagine que vous avez forcément une idée, en faisant peut-être ça va permettre de faire pression, mais au bout du compte, parce qu'il y a des endroits, il y a des réunions institutionnelles, des réunions soignants-soignés, et là, idéalement, ça va apparaître comme débat. Ce sera à l'équipe qui va d'en faire quelque chose. Mais dans les unités pourries, c'est-à-dire où il n'y a pas ces trucs-là, où il n'y a pas la possibilité d'avoir. Est-ce que ça risque pas de. Alors, encore une fois, il faut que les gens soient informés, mais est-ce que ça risque pas d'augmenter leur insatisfaction par rapport à une hospitalisation qui n'ont pas décidé, qui leur a été refusée? Ben oui, c'est une vraie question en fait qui nous est souvent revenue en termes de retour d'expérience. Donc là, je vais vous en partager quelques-uns. Effectivement, pour nous, c'est une occasion de pouvoir ouvrir un espace d'échange sur des situations de non-droit, de non-respect des droits, de frustration, parfois de problématiques de communication. Ce qui peut se passer au sein des institutions, c'est souvent aussi lié au manque de transparence en fait, et au manque d'espace où on peut parler des situations. Typiquement, moi j'ai des retours d'expérience de personnes qui avaient utilisé cet outil au sein d'un service avec les usagers. Effectivement, en utilisant cet outil, on met en évidence des choses qui dysfonctionnent dans l'établissement, qui ne sont pas en faveur du droit. Par exemple, l'infirmière qui me parlait de ça, elle me disait nous, on a des services qui se ferment à clé, et dans ces services, on a des gens qui sont hospitalisés avec leur consentement, qui auraient le droit de pouvoir sortir comme elles le veulent. Sauf qu'on a aussi des gens qui sont soignés sans consentement dans les mêmes lieux, et que du coup, on est obligé de fermer nos portes. Donc, notre choix n'est pas d'empêcher les personnes soignées avec leur consentement de sortir, c'est que la configuration de notre établissement fait que malgré nous, on est soumis à ça. Donc effectivement, des fois, comment on traite le truc, c'est nous qui avons les clés, donc les gens viennent nous demander d'ouvrir la porte pour pouvoir allumer une cigarette, donc on le fait, mais des fois on ne peut pas parce qu'on a créé autre chose, etc. Donc là, on voit bien que le problème, il n'est pas dans une intention de nuire aux droits des personnes, il est dans une organisation qui dysfonctionne en fait. Et avant que le problème soit réglé, il peut se passer des années, vous avez bien raison, parce qu'il va falloir repenser l'architecture, repenser les locaux, et tout ça, ça prend énormément de temps. Tout à fait. Et surtout, du coup, ce qu'elle m'a dit, moi, cette infirmière, c'est que ça a pu être discuté, c'est-à-dire que les deux points de vue ont pu être entendus. Alors, ça n'a pas résolu le problème dans la pratique de tous les jours, mais ça a apaisé les frustrations. De se dire, en fait, je comprends que c'est pas pour m'embêter qu'on n'ouvre pas, c'est pas par manque de respect pour moi, c'est par organisation. Donc, ça n'aplatit pas toutes les problématiques, mais ça permet d'avoir des échanges de points de vue. Et ça, ce retour d'expérience, je le trouve intéressant. Je ne dis pas qu'il marche à chaque fois, je ne dis pas que ça ne va pas parfois aussi créer des vraies frustrations dans les services, mais les retours d'expérience qu'on a de ces pratiques-là, c'est que déjà, il y a une intention, en utilisant ce jeu, de pouvoir aborder la question des droits avec les patients au sein des services. Et ça, c'est pas rien comme intention. C'est qu'on est transparent avec vous, on veut nous améliorer dans nos pratiques, et donc on se donne cet espace de discussion entre nous. C'est un message qui est en faveur aussi d'une amélioration. Excusez-moi, j'ai encore une question. Mais je vous est-ce qu'il serait concevable que certains cas, certaines questions sont levées par les soignants pour ne pas être confrontés à des éléments. Pour d'autres choses, ça se fait. J'imagine que ça peut se faire aussi pour le vôtre. Oui. Là encore, un autre retour d'expérience que j'ai eu d'une cadre qui me dit moi, il y a des sujets là-dedans que je ne sens pas d'aborder avec un groupe de patients dans mon service, parce qu'on est trop exposé, parce que je n'ai pas encore des réponses institutionnelles satisfaisantes, parce que je ne me sens pas en confort avec ça. Alors, du coup, sa question, c'était de dire est-ce que j'ai le droit d'enlever des fiches? Voilà. Alors, du coup, moi, je n'ai pas une réponse absolue à ça. Ce que je trouve intéressant d'emblée, c'est qu'il y ait une intention toujours pareille de questionner le droit avec les patients dans un service, d'avoir une volonté d'ouvrir un espace d'échange sur ces questions de droit qui sont délicates, surtout lorsqu'on est conscient qu'on n'est pas toujours raccord avec l'application des droits et que
voit bien que pour beaucoup de professionnels, ce n'est pas non plus un choix. Donc, dès lors qu'on a un professionnel qui est tenté d'utiliser cet outil et qui se dit il y a quand même des trucs qui m'intéressent, mais j'ai un peu peur d'autre chose, moi j'aurais tendance à l'encourager dans sa démarche, je dirais allez-y. Et de voir en fait que peut-être que ce que cette personne appréhende, c'est peut-être pas comme ça que ça va se passer en réalité. C'est-à-dire que peut-être que ces ateliers qu'elle comptait mettre en place vont induire une amorce d'une nouvelle communication entre les patients et les soignants, et que petit à petit, cette situation de confort, on va pouvoir aborder peut-être les sujets des droits de la société, qui abordent par exemple la parentalité, la contraception, le logement. Bon, là, c'est des sujets avec lesquels la CAF est en confort, parce que ça se passe à l'extérieur de l'institution. Du coup, si elle se rend compte que cette expérience de jeu est positive, peut-être que petit à petit, elle va oser intégrer des thématiques qui lui semblent plus touchy, parce qu'elle voit qu'il y a quelque chose de confiance qui s'est établi entre les patients et elle. Moi, c'est ce que je me dis. Donc, après, il faut aussi que les gens aillent dans une zone dans laquelle ils soient confortables. Parce que arriver cet outil avec trop d'appréhension, ce ne serait peut-être pas forcément non plus engager les choses de la meilleure façon. Puis il y a d'autres espaces où ça s'utilise. Donc du coup, cet outil, pour vous donner un exemple de qui l'utilise aujourd'hui, qui existe depuis quelques années maintenant, on a à peu près un tiers des personnes qui le commandent, ce sont des institutions de soins. Ils sont rassurés, ils sont là, ils sont prêts à parler de ce sujet-là. Un tiers des personnes, les autres profils, c'est les associations d'usagers, les groupes d'entraide mutuelle et les associations de proches. Et l'autre tiers, les derniers, les plus panachés, on va retrouver des structures de formation. Les IFSI, par exemple, les écoles de cadre, les CNSM sont de plus en plus nombreux aussi à l'utiliser, les services juridiques également, les associations tutélaires aussi. Voilà, on a un peu plus de diversité aussi dans ce dernier tiers dont je vous parle. Et ça, c'est à peu près la proportion qu'on a depuis que cet outil existe. Et donc, ce que vous voyez là, je pense que je vais m'arrêter, comment on peut l'utiliser? Il y a vraiment plusieurs façons, ça vient un peu en écho avec les types de personnes qui l'utilisent. On peut l'utiliser dans un but de transmettre de l'info. Donc là, par exemple, ça peut être dans un cadre de, par exemple, une personne qui va pouvoir l'utiliser dans une permanence d'accueil de droit. C'est des types d'exemples qu'on a. Son objectif, ça va être de l'utiliser pour pouvoir apporter de l'information, injecter de l'information. Ça peut être dans le cadre de colloques, de conférences. On va utiliser cet outil aussi pour pouvoir apporter de l'information de manière plus concrète, toujours pareil, puisqu'on part des situations. Ça peut être pour aider un groupe à s'approprier des savoirs. Donc là, on est plus dans une démarche de formation. Donc c'est par exemple les volontés des IFSI ou des écoles de cadre dont je vous parlais. Mais au sein des services aussi, on a des expériences comme ça, des services qui l'ont utilisé pour travailler au sein d'équipes, pour comporter les équipes dans l'appropriation de leurs droits. Donc on l'utilise pour améliorer ses compétences sur le sujet du droit. C'est là, en général, c'est dans ces contextes-là qu'on utilise la clé USB et tout le matériel dont je vous parlais avant. Voilà, on va cibler un sujet. On va dire là, par exemple, on va cibler sur l'intimité, la sécurité, et on va travailler que là-dessus, et on va voir ce que le droit dit là-dessus. Et donc là, on sort les documents qui sont sur la clé, et on est plus dans une démarche de formation continue. Ça peut être enfin pour susciter des partages de points de vue. Donc là, typiquement, c'est ce qui se passe dans les gènes. Une après-midi, un animateur de gènes décide de l'utiliser. On va le faire qu'une fois, on ne ressentira peut-être pas, on ne ressentira que dans 6 mois. Mais voilà, l'usage est ponctuel, et on va, là pour le coup, beaucoup plus balayer les différentes thématiques qu'on peut avoir. Et enfin, ça c'est plus rare, mais il y a des personnes qui l'utilisent en one-to-one, en individuel, un professionnel qui va l'utiliser pour accompagner un usager dans ses droits, et plutôt que de le faire de manière plus, je dirais,
centrer tout de suite sur la personne, on peut utiliser cette médiation pour passer par des situations et voir avec la personne quel est son niveau d'information là-dessus, est-ce qu'elle est au courant de ces sujets-là, et est-ce qu'elle a besoin d'aide pour être soutenue là-dessus. Merci. Est-ce que vous avez des questions, remarques? Merci pour cette présentation. J'avais juste une question en fait en termes de comment vous opérez aussi cette diffusion dans les services. J'imagine qu'un peu de rêve, ça doit être quand même une minorité de services de santé qui ont cet outil-là. Je me demande tout simplement comment vous utilisez auprès des unités de soins et comment aussi potentiellement vous devez faire aussi un travail de convaincre aussi les professionnels de l'utilité de cet outil-là, vous-même aussi, un travail de les convaincre localement les professionnels. Alors là-dessus, on n'est pas particulièrement proactif dans la promotion de cet outil, c'est-à-dire qu'on met à disposition ce matériel, on le présente dès qu'on peut, on en parle, et, on valorise les retours d'expérience aussi. Mais c'est posé la question à un moment où on concevait l'outil, donc on avait aussi je ne vais pas tout décliner, mais on avait aussi un comité de pilotage qui accompagnait toute la création et le développement de cet outil, avec lequel du coup on échangeait au moment de la construction. Dans ce petit groupe, on s'est posé la question de bon, c'est chouette d'avoir ce matériel-là, mais en réalité, ce que je souhaiterais profondément tous, c'est que dans les institutions où ça se passe le plus mal, que cet outil soit injecté. Sauf qu'on avait cette conviction qui n'a pas trop bougé depuis que il va falloir, entre les deux, c'est-à-dire entre les espaces sur le droit et le centre de toutes les préoccupations, et les espaces où le droit est complètement bafoué, il y a d'autres interstices, c'est-à-dire des services qui essayent de s'améliorer, qui ont une intention, mais qui n'y arrivent pas, qui ont des difficultés. C'est finalement plus ceux-là qui sont déjà à sensibiliser, à accompagner. Parce qu'en fait, une structure qui est complètement fermée, nous, on avait l'idée que jamais ils ne seront pas prêts de cet outil, peu importe si on le fait bien, si on va les toquer à la porte tous les jours. Voilà. Il va falloir qu'il y ait un déclic qui se passe aussi de côté de ces structures-là, qui va venir en plus peut-être du militantisme, des associations qui vont dénoncer, des rapports du contrôleur qui va dire que là ça ne va plus du tout, de la chaise qui ne va pas certifier. Voilà, ça c'est peut-être ça qui va faire bouger ces structures, mais la pédagogie, comme nous on la propose, il faut qu'il y ait déjà à l'intérieur d'une structure un moteur, quelqu'un qui soit un peu convaincu, qui ait une envie en tout cas d'améliorer les choses. C'est pour ça que je vous disais l'histoire de l'infirmière qui veut peut-être enlever des fiches parce qu'elle ne se sent pas confortable avec ça. Moi, j'aurais tendance à l'encourager parce qu'il y a déjà une démarche, en fait. Il y a une envie, il y a une volonté de travailler ces questions dans ces structures. Et que ça, il faut le soutenir, en fait, parce que ça ne bougera jamais si on ne prend pas ces motivations-là, en fait. Il faut donner envie aux gens de s'améliorer toujours. Vous disiez que vous avez, si j'ai bien compris, que vous avez interrogé les usagers sur les informations qu'ils doivent recevoir. Justement, qu'est-ce qui a été priorisé? Qu'est-ce qu'ils sont priorisés? Parce que c'est intéressant de savoir ça, parce que dans les unités de soins aussi, qu'est-ce qu'on doit aussi prioriser? Alors, ce qui a été priorisé, c'est les thématiques que vous retrouvez à l'intérieur de cet outil. Donc, il y en a 18, je ne vais pas tous vous les lire, mais en gros, un sujet qui est revenu très vite, c'était contention d'isolement. Ça, c'était une évidence qu'il fallait travailler. La nouvelle loi, à l'époque, c'était la nouvelle loi. Donc, il y a aussi quand même tout ce qui concerne les droits sans consentement, les soins sans
consentement. Là, il y avait un besoin d'avoir un langage, une compréhension de ce que cette nouvelle loi disait. Et puis, il y avait quand même les sujets autour de la parentalité, du droit commun. Ça, c'est quand même revenu de manière assez forte dans le groupe usager. En dehors de la psychiatrie, en dehors des structures de soins, on est des citoyens. Et parfois, on a l'impression qu'on n'a pas les mêmes droits que les autres, parce que justement, on a cet élément de plus dans nos parcours de vie. Donc il y avait un besoin de réaffirmer l'universalité des droits communs. Ça, c'est quand même quelque chose qui est ressorti de manière forte dans ce groupe usager. Il faut qu'on avance pour que tous les intervenants aient bien le temps de parler. Et de toute façon, la transition va être assez concrète. Puisque, alors si vous avez d'ailleurs des questions de remarques, je vous invite à les garder, puisque tous les sujets sont liés, on pourrait faire des ponts lors de la discussion avec les intervenants et intervenants suivants. En deuxième, on va écouter Stéphane Cognon, qui est médiateur de santé père, et Antoine Denis, qui est coordonnateur d'éducation thérapeutique des patients, tous les deux au DHU Paris, Pôle 15. Et ils vont vous parler notamment de l'atelier d'information sur les droits des usagers protégés qu'ils ont mis en place, le principe des relations avec les soignants, les difficultés qu'ils rencontrent. Et je fais la transition tout de suite, parce qu'on voit bien que les histoires de droit, il y a aussi, il me semble, cette ambition d'éducation thérapeutique. Je pense que les ponts sont assez. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Quelques mots juste pour contextualiser tout ça. Moi, je suis infirmier en fait depuis un peu plus de 7 ans et maintenant coordonnateur d'éducation thérapeutique, bien que je déteste le terme d'éducation. Ça commence bien. Moi, j'ai une personne, j'accompagne, mais c'est le terme consacré. Alors, moi, je suis Stéphane Cognon, je suis médiateur santé-père depuis 5 ans au DHU. Je suis père avant et on fait la licence médiateur santé-père. Et on travaille en binôme depuis 2 ans. Et justement, ça nous fait vraiment écho la présentation de ce jeu, parce que c'est un jeu, c'est ludique aussi. Je pense que c'est intéressant le fait que ce soit autour des droits, mais un jeu. On a des questions, des réponses, et c'est des observations. Et donc je rebondis là-dessus parce qu'en fait, quand on a créé en fait, notre atelier, à l'époque c'était avec Caroline Cornélouine, qui était à la place d'Antoine, et c'était, en fait, on voulait s'inspirer de ce jeu. On s'en est pas servi finalement, mais en fait, on a travaillé sur les fiches, on a joué ensemble sur le voilà. Et ensuite, donc, on a un petit peu fait évoluer en fait pour que ce soit adapté à notre atelier. En fait, c'était vraiment à la base, c'était l'idée. Ça nous a servi pour lancer notre atelier. Voilà, donc on est dans un des cas qui a été décrit jusqu'à l'instant, l'utilisation par l'équipe pour essayer de construire quelque chose. Bien sûr, au-delà de ce jeu, il y a quand même la constatation sur le terrain, quand on est infirmier hospitalier depuis tout ce temps-là, quand on a été usagé, de quelques petits suppléments, voilà, je veux dire, sans trop prendre de risques, et donc des retours des personnes concernées, évidemment, de leurs proches, et aussi de témoignages de soignants qui, on le sait très bien, ne sont pas tous extrêmement satisfaits de la manière dont la chose se passe. Voilà, j'aime bien cette image pour illustrer la question du droit de relation, qui nous dit nous allons voter à Paris pour la prolongation du traitement, et ce charmant monsieur dans son livre qui dit je peux y participer, j'aime bien, ça illustre quand même où on en est parfois et d'où on part. Parce que quand même, la philosophie du soin, il n'y a pas si longtemps que ça, et encore sûrement quelque part de temps en temps, ça ressemble un peu à ça. Et nous, on voilà, donc la genèse, elle arrive là en disant, là, il y a vraiment nécessité de venir faire quelque chose sur ce sujet. Et puis, ce qui était intéressant dans le développement, le
but, c'est d'aller sur place, d'aller dans les unités. On a fait plus maintenant, on s'est spécialisé plus sur les unités protégées, mais en fait, avant, on allait dans toutes les unités, les unes après les autres. On se présentait tous les deux, en organisant en amont notre arrivée dans l'unité, c'est-à-dire qu'on prévient la cadre, on prévient les services. C'est sur la base du volontariat, c'est-à-dire qu'on arrive dans les services, nous, normalement, on est attendu. Parfois, avec la vie des services, voilà, on n'est pas forcément la priorité. On n'est pas la priorité, mais en tout cas, voilà, c'est sur la base du volontariat, c'est-à-dire qu'on arrive, la cadre nous reçoit, les personnes du service nous reçoivent, et puis ensuite, il va falloir on va parfois dans les chambres, toquer pour dire est-ce que vous avez envie de parler des droits, enfin, voilà, on y va direct. Pour être volontaire, il faut être informé. Alors, est-ce qu'ils ont été informés, bien informés avant qu'on n'arrive pas toujours? Mais en tout cas, on prévient, on explique ce qu'on va faire, et puis les personnes qui souhaitent venir avec nous pour parler des droits, bien. Alors, oui, le but vraiment, c'est d'avoir avec nous, parce que nous, on ne connaît pas les patients, on n'a pas vu le dossier patient, on ne les connaît pas. Donc, on va en fait recevoir leurs paroles, uniquement leurs paroles. Donc, on est accompagné de la carte et d'une personne IDE, en fait, d'un membre de l'équipe, quel qu'il soit, qui représente ce qui se passe ici et qui est au courant de ce qui va se passer pendant cette intervention, parce que ça va permettre de faire un retour sur l'expérience immédiate de ce qui vient de se dire, contextualisé par les problématiques de chaque personne qui auront été évoquées dans cette séance. Et quand un patient ou deux patients discutent d'un sujet très important pour eux, c'est bien que ça ne tombe pas dans l'oubli, ça répond à la question aussi que vous évoquiez tout à l'heure, c'est-à-dire, très bien, on fait le jeu, on dit il n'y a pas les verrous, et puis après, bonne journée. Non, pour que ça se termine pas comme ça, il faut effectivement qu'il y ait un membre de l'équipe qui représente l'institution à ce moment-là, qui soit là pour recueillir le contenu de ce qui a été dit dans cette séance et d'essayer d'en faire quelque chose. Quand on démarre un petit peu ces ateliers, effectivement, avec mon expérience, quand je dis aux personnes qui sont hospitalisées, pour qui on va consacrer 1 heure, qui vont les sortir un petit peu de cet enfermement, en tout cas, on propose un temps dédié à eux sur les droits. Moi, je commence toujours en disant, il n'y a pas si longtemps que ça, en fait, j'étais à votre place, j'étais hospitalisé, en service fermé, etc. Donc, ça effectivement, ça va créer une confiance, ça va créer quelque chose qui va être un petit peu différent de ce qu'ils ont l'habitude d'avoir. Donc, voilà. Tout simplement, si j'avais animé cet atelier moi tout seul en tant que premier, il servirait à rien. En fait. C'est ça que on est en train de se dire. Enfin, il servirait à rien. En tout cas, si on y va pas en partenariat, la manière dont je l'ai fait écouter, entendu, reçu, accueilli, ne sera pas la même. Je pense que ça va faciliter un petit peu, en fait, ça va accélérer la confidence ou la connivence en fait, qu'on peut avoir avec les patients. Le fait que je sois présent et qu'on soit tous les deux en train de faire en binôme un groupe et qu'en fait on fonctionne bien aussi, ça c'est quelque chose qu'on a vu que ça. Ils avaient confiance et que en même temps, cette façon de faire du soin entre un patient, ex-patient, enfin toujours patient, et un soignant, en fait, ça fonctionne. C'est ça aussi qui permet que ça marche. Encore un mot. Alors, on a des objectifs très clairs qu'on essaie de réduire parce que ça dure 1 heure. Voilà. Donc déjà, déconstruire, on a parlé tout à l'heure de cette question des représentations erronées, je vais mettre comme ça, parce que franchement, elles sont pas autres que les réalités. Cette petite image qui fait toujours rire de Darmanin qui dit moi je suis dangereux et qui se fait enfermer pour bien. Alors finalement, on sait que c'est l'objet d'être gentil.
Voilà, c'est un peu un clin d'œil, mais parce qu'on veut créer du dialogue, et tout à l'heure on entendait le mot apaisement, vraiment on est là pour ça d'ailleurs, en particulier en unité protégée. Parce que quand même, quand on est catapulté en tant que personne dans un endroit où d'un seul coup on retire un certain nombre de droits, c'est un tournant. Vraiment. En tout cas, les retours qu'on a, les nations qu'on reçoit, parce qu'évidemment, on ne fait pas que cet atelier dans l'année, on fait des trucs, et ça revient systématiquement. Il y a des études avec des chiffres très clairs là-dessus, sur le fait que une première hospitalisation psychiatrique, en particulier quand elle passe par une unité protégée, représente un traumatisme et donc une surpathologie à la pathologie déjà existante. Donc c'est quand même étonnant pour les deux soins. Donc qu'est-ce qu'on en fait une fois qu'on a compris ça et qu'est-ce qu'on essaie de mettre en place pour essayer un petit peu de travailler là-dessus. Donc de l'apaisement, de la réparation vraiment des traumas grâce à de l'information mais aussi à cette espèce de dialogue. Et donc quels sont les points forts de ça? Alors il y a peut-être des questions, des remarques déjà à ce stade, des interrogations, des réactions à chaud, froid. C'est les unités qui sont protégées, pas les patients. Oui, alors c'est vrai, on peut se poser des questions. Enfin, jusqu'à là, on appelait ça unité fermée, donc on essaie de progresser. Ouais, mais moi, c'est vrai. Mais au moins, c'est vrai. Ouais. Ah, c'est une vraie question. Oui. Ça me semble très normal. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a que des patients effectivement qui sont sous contrainte? Alors, effectivement, contrairement à l'exemple qui était cité tout à l'heure, légalement, on ne peut pas mettre dans une unité dont la porte à clé est fermée quelqu'un qui reçoit les droits. Normalement, c'est interdit. En fait, j'ai moi-même travaillé dans une de ces unités protégées en tant qu'infirmier avant de faire ce qu'on venait de faire. Donc oui, ça concerne des patients qui sont strictement en hospitalisation sous contrainte, sans consentement, sans consentement. Et donc, c'est un contexte particulier de soins. D'ailleurs, au départ, quand nous, on a dit qu'on voulait faire ça, on nous a dit non. Vous voyez, on nous a dit, qu'est-ce que vous allez faire là? Enfin, vous voyez, on leur a dit, justement, c'est exactement là qu'on en fait. Donc, ça a commencé comme ça, par ce débat-là aussi. On disait, non, il faut aller voir des gens cliniquement stables. Vous savez, vous connaissez cette phrase, cliniquement stable. Donc, on attend que les gens aillent mieux pour essayer de les aider. C'est un concept que je n'ai jamais compris. Voilà. Mais en tout cas. Ah, pardon. Alors, non, parce qu'on n'est que deux. C'est une bonne question. On intervient pour l'instant sur celle de notre pôle, qui est le quotidien. Évidemment, c'est transposable pour un certain nombre de programmes qu'on met en place. On est extrêmement ouvert aux autres pôles qui viennent assister à cette initiative qu'on prend, et on a très envie que ça se transmette, parce que c'est une formule un peu claire. Oui. Du coup, vous avez réinterprété l'éducation thérapeutique à votre sauce. Oui, c'est une réinterprétation de l'éducation thérapeutique. En fait, puisqu'il faut que le patient connaisse son diagnostic, qu'il soit dans une unité fermée, c'est pas protégé. C'est pas gagné qui vous connaissent. Vous le faites à votre sauce. Oui, on fait à notre sauce, mais ça, c'est en fait, il n'y a pas forcément de prérogative selon le prérogative. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, il ne connaît pas forcément son diagnostic. En fait, ce qu'on va essayer de faire, c'est l'éducation. Après, on fait l'éducation thérapeutique. C'est-à-dire qu'on peut les rencontrer. On peut les rencontrer en unité protégée, donc pas une autre unité, bien sûr. Mais, et ensuite, les voir plus tard, parce qu'on fait aussi notre promotion en disant on pourra vous voir plus tard en éducation thérapeutique, plus tard dans le et là, en fait, il n'y a pas de prérogative dans le sens où on ne connaît pas les patients. Les patients qui vont nous être proposés, c'est ceux qui souhaitent, et puis ceux pour qui la cadre ou le personnel vraiment va dire voilà, lui, elle, voilà, ça peut être intéressant. Donc c'est vraiment, bon, pour les histoires de diagnostic, peut-être qu'ils ne les connaissent pas, mais en fait, on va pas s'interdire d'en parler. En fait, c'est ça qui est aussi, quand on disait justement le soignant qui a voulu mettre des
cartes de côté, parce que ça, je ne me sens pas à l'aise. Après, on a tous vécu, tous vu, tous entendu. Je ne me sens pas à l'aise, et finalement, on s'aperçoit que c'est le patient qui va amener le truc sur la table. C'est ça qui est assez drôle. Et du coup, pour nous, il ne va pas y avoir de tabou sur aucun sujet. C'est la psychoéducation. Nous, ce qu'on fait tous les deux, effectivement, c'est toujours un peu du même ordre. En revanche, il n'y a pas de question qui vont être tabou. Là, on est avec le service, donc c'est-à-dire qu'en fait, on va aussi aborder des choses, et c'est ça qui est intéressant, je trouve, sur le côté apaisement, parce que j'aime bien ce terme, c'était vous qui l'avez employé quand j'ai parlé de cet atelier. C'est de l'information, puisqu'on a même l'information, mais c'est de l'apaisement parce qu'en fait, on a le service qui anime avec nous, la cadre, qui souhaite, en gros, elle est le garant des droits. En fait, on a l'infirmière qui connaît les personnes, qui connaît en fait la situation du service. Antoine, qui a exercé assez longtemps en service protégé, moi, donc, qui est connaît en fait l'hospitalisation. Donc, tout ce petit groupe fait qu'en fait, on va échanger sur les sujets et on va essayer d'apporter chacun ce qu'on peut apporter, pas dans une résolution de problème. Ça, on était tombé dans ce truc-là une fois. Et ça, c'est, voilà, on a fait l'erreur de ne pas connaître les tenants aboutissants et d'essayer de résoudre un problème, en tout cas un cas. Et c'était le truc justement à pas faire. Parce que c'est pas, on ne va pas apporter la réponse, on va discuter sur le mode d'hospitalisation, sur par exemple, je donne des exemples assez concrets, une personne qui est arrivée il n'y a pas très longtemps, donc qui se pose plein de questions, qui n'a pas forcément des réponses, il y a des questions récurrentes, on est d'accord, on va communiquer, pourquoi je suis là, etc. Des questions qui sont légitimes et qui sont toujours au téléphone portable. Ouais, le téléphone portable. Mais en fait, ce qu'on va faire aussi, c'est quand on va aborder ça, ce sujet de la communication, on ne va pas l'aborder de manière frontale. C'est-à-dire que le téléphone, il va vous être autorisé, vous allez l'avoir dans certaines circonstances, mais on sait aussi pourquoi vous ne l'avez pas dans d'autres circonstances. On sait que les smartphones, il y a des caméras. On sait que parfois, de couper les ponts avec les proches, même si c'est difficile à comprendre à un moment donné, ça va être nécessaire. Et en fait, on va évoquer en fait, le sujet mais de manière très très large pour pas apporter la solution directe, c'est pas le but, mais d'évoquer la communication. Moi, je me souviens à l'époque, effectivement, de communiquer quand il y avait le téléphone qui était accroché au mur et que tout le monde écoutait ce qu'on avait à échanger avec nos proches, c'est horrible. On est bien d'accord. Voilà, et d'ailleurs, très concrètement, le jour où Stéphane a raconté cette expérience vécue en disant parler à mes parents au milieu de tout le monde, alors que déjà j'étais dans une situation qui était pas super follement intimement chouette, il y a une cadre d'unité qui a dit le téléphone exactement comme ça dans l'unité, il va falloir tout nous. Ça, c'est une solution concrète, on va dire, avec une intervention dans laquelle il parle. Ça peut quand même avoir des choses comme ça, c'est ce qu'on cherche à retrouver. Quand même, il y a quand même déjà des ressources qui existent à l'hôpital et qui sont pour la plupart du temps absolument méconnues des usagers. Par exemple, l'existence des responsables de relations usagers, à qui on demande le dossier médical. Je veux dire, je reçois des proches tous les jours dans le bureau pour le programme Bref, qui est fait par un collègue qui est des proches, et qui découvrent après 10 ans d'accompagnement de quelqu'un qui a des troubles, qu'en fait, on peut demander le dossier médical. Et 10 ans sur un système, on va dire, et tout ça part. Donc, faire émerger des ressources qui existent déjà, ça l'a fait, c'est déjà un premier truc sympathique et intéressant. Ensuite, incarner, c'est ce qu'on disait, le partenariat, en fait, on est là, debout devant vous, en train de dire c'est possible. Vous, ça vous paraît peut-être comme ça logique, mais des personnes qui sont hospitalisées et qui voient ça, ils l'ont devant eux et se disent il peut y avoir un partenariat intelligent, pertinent,
et une alliance thérapeutique réelle. Et c'est bien de pouvoir l'incarner, et ça, la voix, c'est pas la même chose que d'en parler. C'est ça que je veux dire. J'ai une petite anecdote sur un patient en fait, qui présentait le métier de Pérédan, disant ouais, je suis un patient qui maintenant travaille avec qui m'a dit je vais passer de l'autre côté. Et en fait, c'est ce qu'on essaie. C'est ce que disent mes collègues. Non, mais justement, enfin, le fait que voilà, ben là, on peut enchaîner sur l'alliance thérapeutique, justement, sur ce côté-là, on essaye de, voilà, quand l'hospitalisation sans consentement, quand il y a eu des situations douloureuses, de contention, etc., pour réinitier et restaurer l'alliance thérapeutique, c'est pas simple. Donc ça peut être aussi, effectivement, l'un des objectifs. Dans... Ouais. Ouais. Et puis, c'est justement dire, regardez finalement, une fois qu'on y pense, on a le moyen de faire des choses, des choix, retrouver le choix d'agir, le pouvoir d'agir. Les obstacles, quand même, il y en a, c'est sûr, on décide de faire ce genre de démarche. Déjà, l'accueil par les unités protégées peut être un peu variable, vous voyez. On en parlait, on l'a dit. Comment on fait dans une unité déjà publique, c'est ça notre mot, il n'y a pas d'unité publique, ça m'intéresse un peu plus. Donc, comme quoi. Et puis, alors, les techniques de la personne, je le cite parce que quand même, ça existe, c'est-à-dire que nous, on a toujours le créneau de dire qu'on va aller dispenser à tout le monde, peu importe. Et c'est pour ça qu'on est allé quand même en unité protégée, même si on vous avait dit non, finalement, on a fini par nous dire oui. Mais il faut quand même reconnaître qu'il y a certains états cliniques où apporter de l'information, c'est difficile. On parlait de l'exemple d'une personne il n'y a pas très longtemps dans cet atelier qui nous racontait une histoire difficile autour de l'accouchement et de toute la maltraitance dont elle avait été la victime au moment de l'accouchement. Et en fait, elle n'a jamais été enceinte. Donc voilà, heureusement qu'on avait la quête de l'unité pour vous dire attendez, ne passez pas trop de temps sur cette question, parce qu'en fait, malheureusement, c'est un élément délirant. Et donc, on prendra d'autres sujets plus tard, mais peut-être pas celui-là. Donc voilà, il y a cette limite qui existe quand même. Et puis, ça demande un changement de paradigme, vraiment, dans la relation à l'usager, se mettre, entre guillemets, un peu en danger quand on est soignant, ou en tout cas accepter de s'en prendre un petit peu plein la tête par rapport aux usages qu'on a et qui sont parfois, et puis, pas les bons, quoi. Et même chacun, en fait, que ce soit les pères et l'enfant, oui, c'est chacun. En fait, on est obligé l'un et l'autre de faire un pas vers l'autre et vers l'institution. Moi, je suis père aidant au GHU, voilà, c'est pas. Il y a des choses, je retourne en hospitalisation, enfin, je retourne à l'intérieur, en intra, c'est pas toujours facile. Mais en fait, sur le côté, voilà, ce qui se passe, justement, et la manière de faire son métier de père aidant professionnel, ce qui est justement qui n'est pas simple, effectivement, il faut parfois, comment dire, accepter peut-être certaines choses, ou en tout cas moduler, ou en tout cas faire un pas vers. C'est ça. Du coup, non, mais chacun doit faire un geste, quelque chose, avancer vers l'autre. Je pense que c'est important que ce soit d'une part l'équipe soignante, mais pas toujours l'équipe soignante. Je pense que de la part de père aidant, j'insiste là-dessus, du père aidant à l'institution, c'est pas si simple, et en fait ça demande effectivement de faire, je ne vais pas dire un effort, mais en tout cas on doit comprendre le système des deux côtés, du côté du soignant et du côté de la personne qui a été hospitalisée. On est un peu dans la fin je sais pas, des réactions, des. Oui. Oui, je vous ai souvent entendu parler de ça, mais en fait, je me rends compte là, vous faites auprès des patients, il y a un membre de l'équipe qui est dans la salle avec vous quand vous faites ça. Un membre. Il y a la cadre, le cadre. En fait, on est 4. La plupart du temps, quand il y a un membre de l'équipe, si c'est possible pour l'équipe. Ok, parce que quand vous décrivez ce que vous faites en termes de déconstruction des représentations, et puis aussi d'expliquer aux patients les raisons qu'il peut y avoir derrière
une règle, une limite, le téléphone, etc. Je me dis, on est dans un travail de médiation, en fait, que le côté des patients comprenne mieux le point de vue des soignants. Vous faites aussi des ateliers avec les équipes pour leur expliquer le point de vue des patients sur pourquoi c'est important, en fait, d'avoir son téléphone, pourquoi c'est humiliant d'avoir un soignant qui peut entrer à n'importe quel moment dans sa chambre. Ouais. Oui, vous savez? Bah, en fait, non, mais c'est justement exactement aussi dans ça qu'on fait, c'est-à-dire qu'on est absolument persuadé, on le voit, que le soignant qui est venu ce jour-là faire cet atelier, quand il repart, il ne repart pas la tête vide. Il repart avec finalement, c'est ça que ressentent les personnes concernées quand je fais ce choix ou ce choix. Et finalement, ce travail qu'on fait même en général dans notre façon de fonctionner dans les ateliers, c'est aussi à ça qu'il sert. On n'arrête pas d'inviter en permanence des soignants de toutes les équipes qu'on peut, et systématiquement, c'est ça. Ils ressortent en disant ce patient-là, il ne va jamais dire un truc pareil. Et je veux dire, moi j'ai vécu cette expérience moi-même en faisant passer un entretien vraiment d'éducation partagée. Ce mot pour démarrer l'éducation thérapeutique, c'est un entretien d'1 heure, 1 heure et demie, où on parle d'autres sujets que ceux de d'habitude avec la personne concernée. Et c'était une personne pour laquelle je prodiguais des soins depuis plus de 2 ans en hospitalisation, donc qui n'était pas resté 2 ans en hospitalisation, mais qui était beaucoup là. Et après 1 heure et demie, une fois, je suis sorti en disant je ne la connaissais pas. Ça, c'était une prise de conscience au tout début de ma carrière pour l'accompagnement thérapeutique, de dire finalement cette espèce de parole, je ne l'avais jamais laissée depuis 2 ans alors que je pensais être un infirmier avec lui. Donc la réponse elle est là, par rapport à ce que tu viens de dire comme question, c'est-à-dire que c'est aussi aspirer les soignants vers cette démarche, c'est ça le changement de paradigme, c'est de se dire quand je pratique de cette manière-là, je reçois des informations et des émotions auxquelles je n'avais pas accès d'habitude, et du coup ça me permet de réfléchir sur la manière dont je propose les choses. C'est juste pour compléter la réponse. Au fond, le système est fait pour pas qu'on entende que les personnes sont féminisées dans le terrain. Donc quand on s'arrête et que crée des conditions pour qu'ils puissent parler, là, les gens qui viennent, ils entendent. Et on peut supposer que ça va changer les choses, d'enfin les entendre. Je pense que c'est vraiment beaucoup de choses sur la question. C'est la réellement unité protégée et l'outil psychologue. Du coup, je pense que c'est vraiment. Je ne devais pas être ici, en fait, aujourd'hui. Et j'ai eu un cas de droit concret. Moi, j'ai bien concret. En unité protégée la semaine dernière, qui m'a mis mal à l'aise. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis ici. J'espère que c'est au moment de poser la question. Sinon, je la pose de lui. Non, attention. Ok, on y va. Donc, du coup, c'était la semaine dernière, je n'ai pas d'avis préconçu, je ne sais pas. Je ne sais pas. La semaine dernière, j'ai vu un patient qui avait le droit de bras, en fait. Donc, je l'ai vu. C'est un patient qui était délirant, tellement délirant que j'ai cru. Ça, c'est pour le goûter avec l'eau. Et du coup, il s'est posé je lui ai dit, parce que j'y croyais à son délire. Après, je me suis senti ridicule, c'est pas grave, ça tue pas. Et du coup, j'ai dit, vous savez, vous pouvez contester. Donc, je lui ai fait part d'un droit qu'il a de contester. Donc, je l'aide, il vient dans mon bureau, on fait la lettre en petit et tout. La lettre, elle sort à l'imprimante. Le manque de bonne imprimante, elle est commune. Et c'est le chef médecin, le gradé, qui tombe sur la lettre que j'avais aidé à faire au monsieur. Et là, moi je dis, oh merde, mais je ne lui dis pas, je pense dans la lettre. Et du coup, le chef médecin, il voit la lettre. Oh là, qu'est-ce que tu fais et tout, oh là là, tu ne penses pas, non, tu sais, non, c'est pas possible. Et là, je me suis senti très mal, en fait. Même si j'en rigole un peu maintenant, je n'ai même pas les solutions. Je me suis senti mal, parce que je me suis dit, mince, je mets en difficulté des collègues. Et donc je suis toujours malade en fait. Et du coup, il me
dis, maintenant, tu refais le courrier avec le patient, tu le fais un peu plus pourri, parce que sinon il va sauter. Nous, ce que tu comprends pas bien, c'est que nous, on se bat pour les faire hospitaliser. Tu sais très bien les conditions de travail qu'on a, je sais très bien, allez, effectivement, ça va tomber. Et je sais les conditions de travail qu'ils ont. C'est très très dur de soigner en ce moment en France. On ne peut pas se voiler la face. Je ne peux pas dire que je ne vois pas ce que je vois au niveau des conditions de travail, je les connais. Je parle des soignants. Et du coup, il me dit, bah là, on s'est battu pour le soigner. Et là, en fait, ce qui va se passer, c'est que la lettre est tellement bien écrite que du coup, ça va sauter. Alors, ça va être préjudiciable pour lui, bien sûr, parce qu'il ne sera pas soigné, ça va sauter. Non. Avec ton aide, ça va sauter. Et en plus, Gaël, nous, on s'est battus, en fait. On a clairement. Et je me suis senti hyper mal. Donc j'ai fait un compromis, un truc de normand. Donc j'ai fait un truc à moitié pourri. À moitié. Et c'est une situation qu'on a en fait rencontrée plein de fois. Le garde-fou de cette situation-là, c'est le fait que en fait, je crois vraiment que dans le travail qu'on fait avec Stéphane, notre force, c'est vraiment d'être politique, déjà premièrement. Et même au-delà de ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, le prérequis à cet atelier, c'est quand même d'avoir quelqu'un du vieux qui va nous protéger de ce genre d'erreur. Parce que, avec toute notre bienveillance, la dame qui parlait de son accouchement qui s'était mal passé, on était à fond avec elle. Et si on n'avait pas eu quelqu'un d'unité pour nous dire qu'en fait, elle n'a jamais été enceinte, on faisait la lettre comme toi. D'abord, on a le droit à les voir tous dans nos situations de soins, on n'est pas parfait non plus nous. Et c'est pour ça qu'il faut être plusieurs. Je pense que c'est ça la réponse. C'est le danger, en fait, quand on s'engage comme ça sur l'accompagnement, c'est que si on y va tout seul, il y a un moment, on se fait avoir. Et c'est normal. Je ne sais même pas si c'est une erreur. Parce qu'au final, qu'est-ce que je me rends compte avec les jours qui passent? En 4 jours, ça va très vite en début. Ben, en fait, il a dit, et c'est la première fois que j'ai été écouté. Non, mais le temps d'écoute n'est pas une erreur. Peut-être que la manière dont il a été ensuite l'objet d'une production écrite, c'était peut-être là la partie d'erreur. Mais je suis d'accord, le temps d'écoute, c'est pas une erreur. Je ne sais pas. Parce que du coup, il s'est dit, en tout cas, quand il est sorti de l'entretien, j'ai fait quand même un truc. Puis après, toi, t'as été mal. Moi, j'ai été mal, mais j'ai été pas encore revenu aujourd'hui. Ouais. Ah, voilà, là, ça va mieux. Je suis enfermé aussi. Là, c'est un peu plus clair. Ça clarifie. En fait, du coup, est-ce que c'est valable pour nous? Est-ce qu'histoire de droit est valable pour les élus? Ça, c'est vrai. Oui, c'est pas des grands. Parce que on ne va pas se mettre à dos l'équipe. Même, enfin. En fait, il y a un propos juste. Non, mais juste 2 minutes. Mais en fait, toi, tu veux bien faire ton métier de père aidant. Comme tu dis, il y a eu une écoute. Après, effectivement, il n'y a peut-être pas, je ne sais pas s'il est en crise, ce qu'il dit est vrai, mais en tout cas, il y a eu une écoute et tu as voulu faire ton travail de père aidant. Donc, c'est une alliance. Voilà. Donc, cette alliance que tu as créée, ça, c'est quelque chose qui est assez unique. Si tu arrives à la garder pour justement continuer à faire ce travail, voilà. Après, ce que dit Antoine et parfois, c'est vrai que nous, on travaille pas mal en binôme ou avec l'équipe, dans le sens qu'on essaie de travailler ensemble. Et est-ce que tu es bien dans l'équipe? Est-ce que tu travailles bien avec l'équipe aussi? Je ne sais pas. Je suis bien, mais si je leur demandais est-ce que je peux? Non. En fait, non, l'entente est bonne. L'entente est bonne. Je m'entends très bien avec mes collègues. Par contre, si je leur disais, là, je vais faire l'histoire de droit. Oui, mais demain. Mais justement, à l'aise. Non, mais regarde, c'est ce que dit Sophie. C'est le côté, tu emmènes l'équipe avec ce truc-là. Avec ce truc-là. Oui, on arrête à chaque fois qu'on arrête. Juste le fait qu'un droit, c'est un droit. Le patient, il a le droit de communiquer. La loi 38. Donc les vieilles de loi, le patient avait le droit de communiquer, on n'avait pas le droit d'arrêter son courrier. Ouais. Ça veut dire qu'il pouvait écrire en plein état de à son patron, pour le dire qu'il en avait marre de cette boîte à la con et perdre son boulot. Même ça, on n'avait pas le droit de l'empêcher de poster. Un droit, c'est un droit. Et tu lui as permis d'exercer son
de droit. Après, ils se battent, c'est à eux de se démerder pour trouver une solution. Et un droit, c'est un droit. Si on cède sur un droit, on cède tout, quoi. Je suis désolé pour un lancement tout le temps pour la suite. On va continuer à parler de théâtre. Merci pour votre intervention parce que je pense que ça a été quelque chose de bien qui était transparentissé mais qui n'était pas vraiment au jour. On parlait d'apaisement, on parlait de réparation et en fait parfois on a l'impression que ça peut créer au contraire des difficultés dans les équipes parce qu'il y a la logique du droit et de la justice, la logique du soin, on essaie de les aligner, mais parfois c'est compliqué. Pour terminer, on va écouter Maxime Tagan, qui est juriste dans l'association Droit d'urgence et par en particulier du dispositif Accès au droit et santé mentale. Je vous laisse la parole. Tout à fait, merci. Alors avant de commencer, peut-être d'expliquer un peu le dispositif. Donc, du coup, moi je suis juriste pour un dispositif qui s'appelle Accès au droit et santé mentale. Qui est au sein de l'association Droit d'urgence. Donc on est une équipe de 2 juristes et l'idée c'est qu'on intervient en psychiatrie. Donc on va intervenir dans toutes les structures de la psychiatrie à Paris. Donc ça peut être des personnes qui sont hospitalisées en hospitalier, ça peut être des personnes qui sont suivies en CMP. On accompagne aussi les familles des CMP enfants et on intervient dans les structures d'addictos à Paris. C'est un dispositif qui existe depuis 2009 et l'idée c'est de pouvoir répondre de manière appropriée aux besoins d'information et d'accompagnement juridique des personnes qui souffrent de troubles psychiques ou psychiatriques. Donc, le dispositif a été mis en place avec 2 partenaires, c'est le GHU et la SM13, Association de santé mentale du 13e. Donc, voilà, on intervient à peu près sur tout le territoire parisien, sur quelques arrondissements un peu au centre. Et donc concrètement, ce qu'on fait, c'est l'accompagnement juridique généraliste dans différents domaines de droit. Donc la grande majorité de l'accompagnement qu'on va faire, ça va être en droit des personnes étrangères. Donc concrètement, ça va être par exemple accompagner les personnes dans la constitution d'un dossier de demande de séjour qui va permettre derrière d'offrir différents types de droits sociaux. Ça peut être aussi contester les décisions, les mesures d'éloignement prises par la préfecture, qui est le territoire français par exemple. On a aussi d'autres domaines d'intervention, donc on va faire parfois ce qu'on appelle le droit du logement. Donc, par exemple, si une personne risque d'être expulsée de son logement, on va pouvoir intervenir. Donc on travaille aussi avec des avocats et des avocates parfois pour essayer d'éviter ou au moins différer cette expulsion locative. Et pour donner un autre exemple, enfin, on fait du droit de la famille. Donc ça veut dire qu'on va permettre à la personne, par exemple, d'être accompagnée par un professionnel du droit pour pouvoir faire valoir ses arguments au moment d'une audience devant le juge de l'affaire familiale, ça peut être une audience de divorce ou une autre demande dans le juge de l'affaire familiale. Alors, je vais vous parler un peu des raisons d'être de ce dispositif, donc pourquoi un dispositif particulier. En fait, le dispositif a été mis en place suite à des sollicitations des assistants et assistantes sociales de la psychiatrie. On passe au constat qui était 2 constats en fait. Premièrement, une difficulté pour certaines personnes suivies de se mobiliser seules face à des problématiques juridiques qui peuvent être très complexes, avec de longues démarches à faire, et il faut vraiment un accompagnement où il y a plusieurs professionnels autour d'elles. Et deuxièmement, le fait que l'offre d'accès au droit soit inadaptée aux problématiques de santé mentale. Donc, par exemple, ce qu'on va appeler les points d'accès au droit ou les justices, c'est vrai que ça appelle des personnes, des professionnels qui vont être forcément formés, forcément très accueillants, dès lors qu'il y a une difficulté de problématique de santé mentale. Donc, du coup, face à ces 2 constats-là, ce qui est ressorti, c'est la nécessité d'une méthode particulière. Donc, l'objectif du dispositif, c'est d'offrir un accompagnement pluridisciplinaire, c'est-à-dire là où le côté juridique, social et médical vont marcher ensemble pour essayer de permettre aux personnes de lutter contre l'exclusion, donc soit essayer de sortir de l'exclusion sociale, soit éviter d'y tomber.
Et donc concrètement, ce qu'on fait, c'est qu'on est une équipe de 2 juristes et on va intervenir sur les établissements, toujours avec un ou une assistante sociale et toujours en lien avec l'équipe médicale. On va après justement pour pouvoir tenir compte du trouble de la personne, de la santé mentale dans notre accompagnement. Donc justement, pour pouvoir répondre au constat comme il fallait une méthode particulière, ce qu'on a mis en place dans le cadre du dispositif, c'est des réunions qui vont être avant le suivi, des réunions qui vont être là, au départ, ça va être des professionnels du droit, donc nous, les juristes, des assistantes sociales et aussi des professionnels du médical. Et on va se poser différentes questions, on va essayer de résumer là. Donc, de quelle information quel type d'accompagnement on va proposer. Donc la première chose, c'est des réunions où les assistantes sociales vont venir avec une situation où il y a une difficulté juridique et on va essayer de tous ensemble réfléchir à comment on lance cet accompagnement et dans quelles conditions pour que ce soit justement le mieux possible pour la personne qui va être accompagnée. Donc la première chose qu'on va avoir en tête, c'est de savoir est-ce que c'est une information qui est un accompagnement juridique qui fait suite à la demande de la personne. Donc l'idée, c'est vraiment d'agir suite à la demande de la personne et dans son intérêt. C'est-à-dire que, par exemple, si on sent que la demande d'accompagnement juridique, elle vient pas justement de la personne suivie, pas du patient, de la personne, mais de sa famille, par exemple, c'est là où on va se dire que c'est pas forcément pertinent d'intervenir, parce que justement, c'est pas cette personne-là, mais en tout cas la personne qu'on est là pour accompagner. Voilà. Après, parfois on va avoir une difficulté aussi, mais parfois il va falloir qu'on réfléchisse un tout petit peu autrement lors de ces réunions, notamment quand par exemple la personne elle va intervenir avec des personnes qui sont des majeurs protégés. Donc dans ces cas-là, par exemple, on va pas forcément pouvoir travailler tout le temps directement avec la personne elle-même, mais on va réfléchir à comment faire en sorte que la personne soit aussi actrice de l'accompagnement juridique, puisse participer aux démarches, tout en étant en lien avec le curateur, la curatrice, le tuteur, la tutrice. Parfois, on va avoir encore une autre type de difficulté, si par exemple il n'y a pas de mesure de protection. Donc là, on va essayer de voir comment faire pour justement avoir un accompagnement juridique, comment faire en sorte que la personne puisse participer au maximum aux démarches. On peut avoir aussi des cas où parfois il va falloir justement différer un petit peu l'accompagnement si on se rend compte que la personne à ce moment-là ne peut pas forcément accéder à l'information ou participer à l'accompagnement juridique. Donc voilà, c'était pour les questions qu'on va se poser au moment de ces réunions justement avant l'accompagnement. Après, il y a une autre question qu'on va essayer d'avoir en tête justement pour accompagner le mieux possible les personnes, c'est la question de la temporalité. Donc c'est aussi l'idée d'avoir un dispositif spécial à la psychiatrie. Donc il va y avoir la temporalité du droit d'un côté, donc il va y avoir l'urgence juridique parfois, et à la fois la temporalité de la personne, et parfois ça ne va pas être la même chose. Donc, par exemple, si on a une démarche qui n'est pas urgente, enfin, on va pouvoir justement tenir compte de la temporalité, on pourrait essayer de réfléchir à quelle serait la meilleure temporalité pour tenir compte de l'état de santé de la personne ici, de ne pas se lancer dans une démarche si, par exemple, ce serait mieux d'attendre un petit peu pour que ça n'ait pas de conséquences négatives sur son état de santé. À l'inverse, s'il y a une urgence juridique, donc on voit souvent qu'on va avoir des délais, des choses qui sont pas, par exemple, sur les décisions d'évaluation du territoire, les décisions d'éducation du territoire, par exemple, on va avoir des démarches à faire dans un certain délai, et passer le délai, on ne pourra plus les faire. Donc dans ce cas-là, c'est vrai qu'on va devoir essayer d'arbitrer un peu entre les différentes temporalités et se dire que peut-être qu'on peut au moins commencer une démarche, par exemple lancer un recours au moins pour récupérer les droits, et ensuite discuter avec
la suite des démarches de la situation. Est-ce qu'on continue maintenant? Est-ce qu'on diffère un petit peu le reste de l'accompagnement? On va aussi se poser des questions sur qui est la meilleure personne pour délivrer l'information. Donc, nous, ce qui va être intéressant dans le fait d'être des juristes intervenants en psychiatrie, c'est qu'on va pouvoir, justement, dans l'intérêt des personnes, s'appuyer sur le lien de confiance qui peut être déjà constitué avec l'équipe et qui va nous permettre de travailler justement tous ensemble pour que la personne soit le mieux accompagnée possible. Parfois, c'est pas le cas, parfois, c'est pas pertinent, si par exemple, il n'y a pas forcément déjà une relation forcément de confiance entre la personne et l'institution, et le CLP et l'équipe en attendant hospitalier. Dans ce cas-là, on peut aussi choisir d'orienter la personne plutôt vers des structures d'accès au droit qui seraient justement pas en lien avec l'hôpital, avec l'institution. Voilà, avec toutes ces questions-là, on va essayer de voir comment on lance l'accompagnement, est-ce qu'on le lance. Donc voilà, ça c'est plutôt en amont de l'accompagnement. Et après, on va aussi continuer à se poser des questions justement une fois que le suivi est lancé. Donc, comme je vous disais, c'est des suivis, comme je vous disais pas, c'est des suivis qui peuvent durer très très longtemps. Donc c'est vrai qu'il y a toujours des questions qu'on va se poser sur la façon d'amener l'information, sur comment on va accompagner la personne tout au long du suivi. Je ne sais pas s'il y a des questions jusque-là ou si... Que par le Valois? Non, pas le Valois. Donc du coup, là, pareil, j'ai réfléchi à quelques questions pour vous expliquer un peu notre démarche par rapport à l'accompagnement. Donc, d'abord, l'idée d'avoir un dispositif qui est lié à la psychiatrie, justement, c'est de pouvoir proposer un accompagnement dans la délivrance de l'information. Donc, c'est déjà tenir compte aussi de l'état de santé de la personne et des conséquences que ça peut avoir sur son état de santé, telle information juridique. Pour être plus concrète, par exemple, on va souvent avoir des personnes qu'on accompagne qui vont recevoir justement des décisions, comme vous parliez tout à l'heure, des mesures d'éloignement, des obligations de quitter le territoire. Et par exemple, dans ces cas-là, ce qu'on va pouvoir faire, ce qu'on va prendre le temps de faire justement, c'est de faire en sorte de donner l'information dans un cadre propice, c'est-à-dire de prévoir un entretien où on va discuter de ce qui s'est passé, répondre aux questions de la personne, éventuellement si la personne en a besoin, qu'elle sollicite derrière un rendez-vous avec un infirmier psychiatrique ou un médecin pour justement que cette information s'inscrive aussi dans le cadre des soins et que la personne ne soit pas seule avec cette information, de devoir gérer ça après. Par rapport à l'information aussi, nous comme on est des professionnels du droit, on va avoir un rôle aussi qui va être plus un rôle de conseil, c'est-à-dire qu'on ne va pas forcément donner juste une information brute, on va forcément essayer de montrer à la personne ce qui pourrait lui permettre de préserver mieux ses droits. Et si on reprend l'exemple qu'on a vu tout à l'heure de la décision qui est notifiée de l'obligation de quitter le territoire, on ne va pas forcément se contenter de dire la décision, c'est-à-dire dire vous avez le droit de contester cette décision. On va pouvoir encourager aussi la personne à contester cette décision parce qu'on sait que c'est la seule façon de cette façon que la personne pourra derrière régulariser sa situation administrative, c'est-à-dire avoir un petit séjour et puis pouvoir avoir des droits sociaux qui en découlent. Après, si malgré toute cette information et malgré notre rôle de conseil de dire que ce serait mieux dans cette situation, si malgré cela la personne ne souhaite pas contester, donc dans ces cas-là, voilà, notre rôle s'arrête là, on va quand même essayer d'accompagner la personne dans cette démarche. Parfois, on a des situations, on a régulièrement des situations où justement on essaye de faire notre rôle de conseil, d'encourager à aller vers telle ou telle démarche, mais la personne n'est pas d'accord. C'est notamment le cas des personnes qui ont des rendez-vous en préfecture. Parfois, une personne qu'on accompagne va avoir un rendez-vous à la préfecture, mais ne souhaite pas s'y rendre, parce que à ce moment-là, elle ne souhaite pas s'y rendre. Dans ces cas-là,
effets soignants, des assistantes sociales et nous-mêmes sur la personne dans l'entretien, on va pouvoir expliquer en quoi ce serait bien d'y aller, les conséquences positives concrètes que ça aurait. Mais si la personne n'y va pas, on prendra derrière des dispositions pour essayer de faire en sorte de trouver une autre solution, etc. Nous, non. Je me demandais s'il y avait du droit sur le consentement. Non, ouais, c'était pour dire que les tuteurs ont le droit de représenter la personne dans certains actes de la vie, notamment dans les quartiers, etc. Et du coup, ça s'apparente peut-être un peu du droit sans consentement, parce que parfois la personne, certaines magistrat, ne veut pas aller en préfecture, et du coup, on regarde le tuteur et on dit bah, vous pouvez. Mais c'est pour aider la personne. Bah oui, c'est fou, par exemple, aussi. C'est vraiment des questions qu'on se pose, justement, c'est que parfois, la question, ça va être de comment on fait, justement, pour que ce soit dans l'intérêt de la personne, mais en respectant sa volonté aussi. Et c'est vrai que quand Et c'est vrai que quand on a la possibilité, quand il y a le tuteur ou la tutrice, comme la situation que je suis évoquée, c'est vrai que là, on va pouvoir, par exemple, demander au tuteur d'y aller, et ça peut permettre à la personne de ne pas aller à la préfecture parce qu'elle ne souhaitait pas tout en préservant ses droits, mais ce qui est le plus compliqué, c'est quand il n'y a pas de mesure de protection, justement. Parce que là justement, c'est ce que je disais tout à l'heure, il vaudra mieux, on va pas pouvoir intervenir, on va attendre que la personne souhaite une intervention, on va attendre. Moi, j'aimerais bien vous poser la question dans l'autre sens, c'est-à-dire que là, c'est d'essayer de faire prendre à la personne, de l'informer de ce qui serait dans son intérêt. Après, si elle ne veut pas faire sans consentement, mais dans l'autre sens, est-ce que parfois il y a des informations que vous imaginez qui vont être possibles, et du coup, on voit ce que vous faites, est-ce que vous dites non, je ne peux pas informer, parce que ça va créer plus de mal que de bien? Ça, c'est un peu la question de la temporalité, c'est-à-dire si par exemple on va toujours sur le droit des personnes étrangères, qui est la matière qu'on pratique le plus. Par exemple, s'il y a une personne qui souhaite être informée, qui a des questions sur les possibilités de régularisation d'un titre de séjour, etc., si on sait que la réponse, ça va être impossible pour l'instant, ou en tout cas ce sera pas dans un très long délai. En fait, c'est des discussions qu'on peut avoir justement avec l'équipe soignante pour savoir est-ce que cet entretien juridique c'est intéressant qu'il se tienne maintenant, ou est-ce qu'au contraire ça va avoir une conséquence négative, est-ce qu'il vaut mieux pas le différer un petit peu, ou alors si on ne le diffère pas, comment on le met en place, avec est-ce que c'est intéressant que, je sais pas, un infirmier ou une infirmière qui connaît bien la personne soit là, ou avec le médecin, c'est un moyen par exemple. Ça va être soit différé, soit mettre en place un cadre pour que ça se passe le mieux possible. Il y a déjà un peu plus de 16 ans, on va essayer de prendre pour la question. Sur la question justement de la temporalité et de qui définit ou évalue cette temporalité. Est-ce que, d'une certaine façon, vous avez mis sur le retour des soignants et la définition des états de santé des personnes, ou si vous-même vous faites des évaluations par rapport à cette temporalité, dans le temps où ça peut arriver, parce qu'un médecin, essentiellement, qui considère que l'état de la personne n'est pas bon en fait, pour cette situation, mais que du coup, de votre point de vue, si elle peut potentiellement recevoir cette information, et vous définissez vous-même une temporalité qui peut permettre des soignants, sans que ce soit forcément sur l'angle de l'attention, ou etc., mais en tout cas, il y a des négociations aussi sur la question même de la temporalité. Alors non, mais on est vraiment des juristes, on n'est pas soignants, on ne va pas se. On
médicale. Ce qu'on va pouvoir apporter, c'est la temporalité juridique. Par exemple, ça, c'est notre travail de savoir que cette décision elle se conteste dans un délai d'un mois ou de 48 heures, donc ça, on va pouvoir l'amener. Après, même si, comme ça, c'est vraiment juridique, mais ça va pas être forcément la temporalité des soins. Sur la question de la temporalité, ça va dépendre un peu si c'est une personne qu'on accompagne déjà, ça va être la vie de la personne elle-même déjà. Ça m'est déjà arrivé de. Je sais pas, il y a une personne avec qui on est amené dans décider ces jours, et puis en fait, c'est la personne elle-même qui me dit qu'elle ne souhaite pas la faire tout de suite parce que là, c'est trop de stress pour l'instant. Je me souviens une fois, la personne disait là, ça va être un Ramadan, donc je vais être un peu plus stressée, un peu plus fatiguée, donc je préfère qu'on décale ça à un mois. La personne elle-même, et ça peut venir aussi du médecin et de la personne qui va plus aller chercher la vie chez la personne ou chez les soignants, tout en apportant la temporalité juridique, tout en disant attention, on peut différer, mais pas au-delà de tel délai, sinon on n'aura plus la chance de faire cette démarche-là. En fait, on est censé être depuis 16h, et par l'institution à 16h15 en plénière. Je ne sais pas si vous voulez finir votre propos. Je réfléchis si j'avais des choses très importantes à dire encore. On peut prendre peut-être une autre question, notamment si vous voulez, si quelqu'un qui a une main, non, on peut continuer à faire ça. après, alors, On peut prendre les questions. après la discussion sera en plénière. Malheureusement, je n'ai pas tout à fait pu tout suivre parce que comme beaucoup de personnes âgées, j'ai eu un petit coup de barre. Mais j'ai beaucoup entendu à côté, notamment ce qui est médiateur dans le processus. Parce que moi, je fais des médiations comme personne qualifiée je rencontre essentiellement auprès de patients qui sont fermés en EHPAD, qui ne sont pas contents de l'être. Et dans les familles, c'est pas contents qu'ils y soient. Donc, ça fait deux types de prénoms, c'est souvent les familles et les institutions elles-mêmes. Et je peux vous dire que les EHPAD, comme une disons, privation de certains droits, c'est pas triste non plus. Parce que les personnes sont déjà privées par leur état lui-même, qu'elles auraient beaucoup besoin d'accompagnement pour avoir accès à des voies vraiment très simples, et que très souvent, ça n'est même pas fait parce que les personnels sont méchants. Enfin, parfois, ils ne sont pas contents aussi. Des fois, ils prennent un peu plus pour une patiente qui est pénible, disons, ou ils en font un peu moins pour quelqu'un dont la famille est pénible. Ça existe aussi, il faut dire. Mais en plus, parce que, effectivement, c'est difficile d'être tout le temps disponible pour être constamment en train d'aider les personnes qui ne peuvent plus user complètement de la faculté. Donc, il y a beaucoup de sujets sur lesquels je suis saisie, et parfois à juste titre, et parfois aussi dans le cadre de choses qui ne sont pas possibles. Les établissements, c'est pas qu'ils sont des choses qui sont bien et qui veulent pas, mais il y a des choses qu'ils ne peuvent pas faire. Donc, faire rencontrer les points de vue entre les soignants et les patients, et les familles de patients, pour moi, comme pour mes collègues qui travaillent aussi comme personnes qualifiées, mais auprès plutôt des établissements pour handicapés, c'est du plomb, et en même temps, comme représentant des usagers, là pour le coup, on a quand même tendance à justement faire beaucoup d'informations sur le droit des deux côtés. Voilà, pour essayer de rapprocher les points de vue et que quelque chose soit partagé sur aussi le fait que, justement, nous, on ne pense pas que c'est grave, que les gens sachent que ça pourrait être mieux. On trouve que dans l'ensemble, même si nous ne pourrons pas réussir à avoir l'intégralité des choses auxquelles on devrait avoir droit, ça peut quand même les aider, que tout le monde soit d'accord sur le fait que ça pourrait être mieux et qu'il faudrait que ça soit mieux. Voilà, moi c'est ce que j'ai constaté, et je crois que ça fait pas de mal aux gens de savoir qu'ils ont des droits et de savoir que
qu'en même temps, il y a une limite, comme pour toutes les situations humaines. Il n'y a pas de droit absolu.